C'est est-ce qu'il y aura une nouvelle cuvée du bar de l'ours? Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ numéro 3 des 5500 abonnés. 5500, ça commence à faire. Il commence à y avoir du monde. Alors on ne tergiverse pas et on va tout de suite attaquer avec les questions. Excepté un blanc, il n'y a pas de dégustation de rhum vieux HSE. Est-ce un choix personnel? Alors pas spécialement, il y a des fois beaucoup de gens qui me demandent certains rhums. Alors il y a un truc, vous savez que Foursquare, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Donc ça vous savez, c'est pour ça qu'il n'y en a peut-être pas énormément sur la chaîne. Les rhums arrangés, c'est pareil, c'est pas forcément ma grosse tasse de thé. Franchement, je préfère vraiment plus me faire plaisir aujourd'hui avec un vieux ou avec un blanc que d'aller sur un rhum arrangé. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément la tasse de thé, qu'il n'y en a pas non plus sur la chaîne. Maintenant, il y a par exemple le Barbancourt. On me demande souvent est-ce que tu vas faire le Barbancourt? Il y a quoi qui revient souvent en question? Il y en a un autre qui revient souvent, mais il y a le HSE aussi en vieux. Il y en a pas mal. Ma réponse c'est tout simplement qu'aujourd'hui j'ai tellement de samples qui arrivent, des échantillons, que en fait j'ai un stock déjà que je peux déguster et j'ai encore des bouteilles sur le bar que je n'ai pas faites sur la chaîne. Et aussi, il faut l'avouer, des fois je me fie aussi aux sorties. Donc il y a des sorties, c'est la mode, il y a énormément de choses qui sortent depuis 1 an et demi, 2 ans là. On a énormément de single cask, on a énormément d'éditions limitées, on a une diversification des distilleries qui sortent maintenant 3, 4, 5 blancs différents dans une gamme classique avec deux blancs premium, avec un vieux spécifique, 3 vieux de la gamme classique. Enfin voilà, il y a des gammes qui sont énormes et c'est vrai que en fait je fais un petit peu avec ce que j'ai. Des fois j'ai des gros trucs que j'ai vraiment envie de faire, je les fais. Mais c'est vrai que en ce moment, depuis 1 an quasiment, je fais plus avec les samples qui arrivent et je choisis un petit peu dans mes samples et je me dis tiens on va faire celui-là ou pas. Donc c'est pas spécialement un choix, qui est pas plus de HSE, mais c'est surtout que j'ai pas mal de choses à faire avant. Alors oui, s'il y avait un HSE que j'aurais adoré, je pense que je l'aurais fait sur la chaîne. Maintenant, ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses encore à faire sur le bar, notamment en termes de samples. Ton top 3 des distilleries que tu rêverais de visiter. Je mettrais Biel. Bien évidemment, Biel, j'ai vraiment envie. D'ailleurs, si jamais un jour je pourrais avoir l'occasion d'aller en Guadeloupe, je pense que ce serait vraiment chez eux où j'aimerais pouvoir aller faire une petles vidéo, faire un retour, etc. Faire de la découverte aussi, vraiment voir de mes propres yeux, goûter directement dans les cuves. Et sinon, s'il y en avait 2 autres, j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui se passe à l'île Maurice parce que je trouve ça sympa. J'ai pas forcément une distillerie en tête. Et sinon, évidemment, j'irai sans doute en Martinique. Et il y a des chances que ce soit chez Nesson que j'ai envie de mettre le nez aussi. Quels sont les 2-3 cocktails à la maison que tu affectionnes le plus? Alors il faut savoir que je suis pas du tout mixologue, que je fais très peu de vraie mixologie, je laisse vraiment ça à des pros, c'est pour ça que j'en fais pas sur la chaîne tout simplement. Il y a beaucoup de marques qui m'envoient des trucs ou qui me demandent tiens est-ce que non je ne fais pas de mixologie sur la chaîne, je ne suis pas barman, je ne suis pas mixologue, donc là pour le coup je prétends vraiment pas pouvoir le faire. Alors maintenant on en fera peut-être 1 ou 2 parce que c'est sympa, parce que voilà j'ai peut-être des choses que j'aime bien, mais c'est vrai que j'en fais pas sur la chaîne, voilà, parce que je considère que j'ai vraiment pas l'expérience pour. S'il y avait un barman qui voulait venir, il serait reçu avec le plus grand plaisir. J'essaie d'en avoir un depuis au moins 1 an et demi, mais les gars, on a l'impression que je suis à Tombouctou et que personne ne peut venir me voir, hein. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Et sinon, en termes de cocktails que je me fais, en 3 cocktails à la maison, c'est pas vraiment forcément un cocktail en spécifique, mais moi il y a des choses que j'aime beaucoup, c'est aller sur des rhums blancs agricoles 50-55 et marier ça avec jus de goyave, jus de passion, beaucoup de glace, citron vert et un sirop de sucre de canne ou un petit peu de sucre de canne qui puisse venir cristalliser quand tu le prends dans la paille sous les dents. C'est souvent des choses comme ça que je vais faire, des trucs assez basique. C'est vrai que j'aime bien, j'ai toujours été un petit peu à l'époque le gars qui faisait un peu les cruches de cocktail et j'ai toujours gardé ça et j'aime bien parce que c'est des trucs plutôt frais qu'on peut faire avec plusieurs jus différents. Quand on a des fruits, souvent je mets les fruits directement avant, j'aime bien presser une banane en plus, mais avoir un petit peu de matière là-dedans. Donc voilà, c'est des choses très classiques, assez succinctes, sans vraiment atteindre des vrais cocktails.
Fais-tu des rhums arrangés en mélangeant du rhum blanc et du rhum ambré? Qu'est-ce que cela apporte? Merci pour tes vidéos, elles sont super, continue comme ça, yeah! Alors je ne fais pas de rhum arrangé, mélangé blanc, mélangé rhum ambré. Je fais soit rhum arrangé blanc, soit rhum arrangé avec du rhum ambré, vieux, paille. Je l'ai déjà fait avec du Clément Select Barrel et ça a rendu très très bien. C'était avec un fruit rouge, je ne sais plus lequel. Fruit rouge, il me semble que c'était quelque chose comme cerise abricot, je crois qu'on avait fait. Et ça rendait très très bien. Peux-tu nous parler des rhums jamaïcains, ceux qui sont accessibles aux novices, ceux qui sont trop puissants, réservés à certains connaisseurs? Je souhaiterais en acheter. En rhum jamaïcain, si tu veux aller sur le plus soft du plus soft du plus soft, de toute façon tu vas chez Appleton Estate. Appleton Estate, on est loin du vrai ADN jamaïcain, mais on a la trace jamaïcaine. On est sur quelque chose qui est très doux, qui peut plaire à quasiment tout le monde. Après, tu as les maisons XO qui commencent à être un petit peu plus costauds. On a chez Plantation plusieurs jamaïcains qui existent. Le dernier en date, le Clarendon 2003, est là plus lourd, qui va vraiment avoir un vrai ADN jamaïcain pour moi, avec des notes assez lourdes, avec beaucoup de choses en bouche, un petit peu exubérant, et un petit peu ce qu'on peut avoir en termes de colle, de solvant. Après, en jamaïcain, sur des choses qui sont beaucoup plus lourdes, on sait qu'on a, si on va chez Vélier, ou si on va sur les embouteillages directement de chez Long Pond, ou ce genre de choses, Clarendon, Monimusc, là on a des vrais monuments, et là, ça rentre dedans. Quelle était la bouteille de rhum la plus élevée en degrés que tu as goûté et quelle était ton impression? C'est une très bonne question. Il me semble que le brut de colonne de La Favorite à 73,2, il me semble que c'est le rhum le plus haut titrage d'alcool que j'ai bu, je crois. Je crois que c'est le plus haut. Je ne sais plus. Peut-être que les autres bruts de colonne sont un tout petit peu plus hauts, montent un petit peu plus, 74, 75. Je saurais plus du tout dire, mais je crois que c'est le plus haut. Et là, pour le coup, celui-ci, il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment un petit peu décevant quand on connaît la qualité qu'ils ont dans la Digue et le Bel Air. Il y en a qui préfèrent vraiment le Bel Air. Moi, j'ai vraiment plus la préférence pour la Digue. Je suis la favorite. Et c'est vrai que pour le coup, j'achèterais pas la bouteille. Là, celle-ci, c'est une bouteille d'Expo. On me l'a envoyée parce que je voulais l'avoir pour vous faire la dégustation sur la chaîne, qui arrivera, hein, d'ailleurs. Peux-tu nous faire un top 3 des meilleurs millésimes que tu aies goûté? C'est super compliqué. On me demande souvent quel est le meilleur rhum que tu aies goûté, ce genre de choses. Sur le bar, je l'ai déjà dit, je l'ai toujours dit, c'est le Travelers de chez l'Esprit, le 10e anniversaire, hein, qui est là, qui est vraiment mon rhum favori sur le bar. Après, le Bali 82, ça a été un de mes meilleurs, vraiment un de mes meilleurs que j'ai pu boire. Et sinon, c'est vrai qu'il y a quelques bielles où j'ai vraiment très bien aimé. Il y avait le Chantal Comte Tour de l'Or, mais impossible à retrouver, très petite quantité, où j'avais vraiment adoré. Ça s'arrête là. Travailles-tu dans le milieu des spiritueux? Ça, c'est une bonne question. Pas du tout. Je l'ai déjà dit, je ne gagne pas du tout ma vie avec la chaîne. Hein. Et même je galère un peu parce que j'ai plus tendance à mettre de l'argent qu'à en gagner. Même pas du tout. C'est vrai que là, par contre, comme on commence à avoir un petit peu plus de vues depuis un mois, je crois qu'on est passé de la monétisation de 1,6 ou 2,6 $, on est passé à 7 $, je crois, le mois dernier. Bon, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie. Donc non, je ne travaille pas dans le milieu des spiritueux, je travaille dans le milieu de la communication. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que tu es issu? Pas du tout, je suis pas du tout issu de ce milieu, c'est juste que c'est vraiment une passion. Et le bar derrière, c'est vraiment le bar qu'il y a dans mon salon. On est dans mon salon ici, hein. Donc c'est vraiment juste une énorme passion qui est un petit peu envahissante, mais que j'adore tellement partager que, en fait, elle est là, quoi. Quel rhum utilises-tu en général pour faire découvrir cet univers à des copains qui n'ont jamais bu de vrai rhum? Alors, je n'ai plus aucun copain qui n'a jamais bu de vrai rhum. À la maison, ça n'existe plus depuis des années. Même les nouvelles personnes que j'ai rencontrées quand on a déménagé, maintenant, ils sont tous passés par la case départ déjà. Mais c'est vrai que quand je les amène dans le milieu du rhum, s'ils n'ont pas l'habitude, s'ils sont du milieu du whisky, je vais tout de suite aller sur un agricole directement, généralement. Pas trop fort non plus en degré d'alcool. De temps en temps, sinon, je vais même sur un gold pour que ce soit encore un tout petit peu doux. Et sinon, c'est vrai que quand c'est des gens qui n'ont pas l'habitude et qui sont plutôt sur des trucs,
qui ont l'habitude de boire des fois des liqueurs ou des choses assez sucrées, je vais aller doucement vers des choses, le Baileys, souvent je mets le Baileys ou l'île Maurice, c'est des choses qui plaisent beaucoup aux gens qui découvrent le monde du rhum. Salut, seras-tu au Rumfest au mois de juillet? Et si oui, pourrais-tu nous conseiller sur quelques rhums à déguster ou acheter? Merci, le Covid. Voilà. Donc, franchement, je suis déçu qu'on ne puisse pas avoir cette interaction parce que j'ai vraiment aimé aller au Rumfest et vous voir. Je l'ai fait qu'une seule fois pour l'instant. Si il y a lieu du Rumfest, de toute façon, maintenant, si ça va avoir lieu, je serai là. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, même si c'est restreint, même si on peut rester qu'une heure, s'il y a des trucs sur les stands avec des trucs très spécifiques, je serai là. Maintenant, franchement, vu la situation actuelle, je suis pas sûr que les salons vont se refaire cette année, en 2021. Je suis vraiment pas sûr, malheureusement. Si ça revient en 2022, on sera là en 2022, ça c'est sûr. Et pas de soucis, si on se croise, on pourra se conseiller. Est-ce que tu as prévu des t-shirts barre de l'ours ou autres? Pas spécialement. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que ça excite grand monde d'avoir un t-shirt du bar de l'ours. Après, si vous mettez tous en commentaire qu'on en veut un, on pourra chercher pour en avoir. Mais c'est vrai que j'ai plus des trucs un peu sympas. J'ai des magnettes. Alors là, j'ai fait beaucoup d'envois de samples et de bouteilles. Et à chaque fois, je mettais un magnette dedans. Donc, j'en ai plus aucun. Mais je trouve que ça, c'est sympa. Le petit magnette, le bar de l'ours, je trouve ça beaucoup plus sympa. Si vous avez envie, je peux en faire une grosse fournée. Et pourquoi pas vous faire. Je trouve que les verres, c'est sympa aussi. Après, ils sont un petit peu chers, c'est vrai, mais c'est de la très bonne qualité. Après, si vous avez une idée, que vous voulez un truc, on peut réfléchir. J'ai les sous-verres, enfin les sous-bocs qui sont ici, qu'un abonné m'a fait. Pourquoi pas, si vous voulez, je peux vous donner son contact. Il pourra vous en faire sans problème. Et sinon j'ai des bouchons aussi, donc j'ai pas spécialement prévu pour l'instant de sortir quelque chose, mais c'est vrai que les magnettes, je trouve que c'est une bonne idée, dites-le moi dans les commentaires. Et il y a les petits autocollants aussi. Alors j'avais fait une première sortie et la qualité était merdique, donc je changerai de site si jamais on fait des autocollants, mais dites-le moi si ça vous intéresse, on peut le faire. Et du coup faudrait peut-être vous faire gagner des cents si on fait ça, parce que du coup vous envoyez juste un petit magnette et un petit autocollant sans avoir un peu de rhum, c'est un peu triste, non? Quelle est ta distillerie de Martinique préférée? Honnêtement, en Naisson est vraiment très haut. Je pense qu'ils sont vraiment... Je pense que ça serait ma préférée parce qu'ils font vraiment du très qualitatif, sans parler du reste qu'il y a autour, de la politique, de prix, etc., ce qu'ils font. Mais vraiment, au niveau qualitatif, ils sont très forts. Un bar à rhum serait-il envisageable un jour pour toi? Alors, d'un côté, non. Pour la vie de famille, j'aime trop passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, et j'ai déjà pas le temps de pouvoir tout gérer, ma vie, ma passion autour du rhum, tout ça, des fois, en continuant le sport, en ayant plein de choses à côté. Donc rien que pour ça, tenir un bar, non, je pense pas. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je gagnais 155 millions d'euros, j'achèterais une vraie caravelle, je le ferais retaper en entier, un bateau, et je pense que une fois par mois, j'irais dans une ville, m'arrêter dans un port et j'ouvrirai 3 cassoirs, un truc comme ça. Je me ferai sans doute un kiff dans le genre et avoir un énorme choix de rhum, un petit peu de restauration parce que j'adore bouffer et j'aime bien faire la cuisine pour les gens qui viennent. Donc ce serait un petit truc, je pense. On serait limité à 40-50 personnes maximum, mais ça peut être un concept sympa. Après, bosser dans un bar, c'est pas forcément quelque chose que j'exclus, mais aujourd'hui, c'est pas au programme, ça c'est sûr. Donc j'ai reçu des questions aussi plus récemment sur le téléphone. Avec cette diversification de gamme pour chaque maison de rhum, on a du mal à s'y retrouver et du mal à se décider pour développer son palais et ses goûts. Cette croissance exponentielle du marché du rhum ne perd-il pas le client et son porte-monnaie? Alors je ne pense pas qu'elle perde le porte-monnaie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des maisons effectivement qui peuvent perdre des clients. Ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, des fois on a des gammes qui sont tellement larges qu'on ne sait plus où on en est, même dans une seule distillerie. Juste sur du rhum blanc, maintenant on va avoir le rhum blanc basique, on va avoir le classique, après on va avoir le premium, on va avoir un brut de colonne, donc déjà on va avoir 4 références minimum, on va après en avoir un 50, un 55, un 59, etc. Enfin, des fois, on s'en sort plus du tout. C'est vrai que c'est assez compliqué et je pense qu'on peut perdre le client. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est possible de perdre le client, tellement il y a aussi une diversification. Il y a énormément de rhum aujourd'hui. Tous les jours, on a des nouvelles marques qui s'ouvrent. On en a plein qui disparaissent aussi du jour au lendemain. Mais c'est vrai que les épicés, les rhums épicés, on a tout le temps des rhums arrangés. Ça sort tous les jours aussi.
Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais par contre, je ne pense pas qu'ils perdent le porte-monnaie. Rhum, je parle rhum. Je pense pas que quelqu'un qui a envie d'acheter du rhum va aller sur le whisky, sur le porto, sur l'armagnac, le cognac ou le gin, juste parce qu'il y a trop de choix. Par contre, effectivement, on a des marques qui peuvent perdre des clients. Ça, c'est peut-être vrai. Je suis d'accord. Moi, le premier, des fois, on est perdu devant la vastitude, si on peut dire, des gammes qui existent. Et surtout que maintenant, j'arrête pas de le dire, depuis 1 an, on a des sorties dans tous les sens. Moi, je n'arrive même plus à suivre, j'arrive même plus à goûter, tellement il y a de choses qui sortent. Et on a des embouteilleurs indépendants qui sortent aussi leur jus et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué de suivre. Alors j'ai une autre question, quelqu'un qui me posait quelque chose que je trouve très pertinent, qui me demandait quelle est la bouteille la plus prestigieuse ou la plus chère que tu aies bu et qui t'a le plus déçu. Et inversement, quelle est la bouteille la moins chère que tu aies bu, mais qui t'est le plus plu. Donc pour répondre à la question, ça sera plus des samples que j'ai reçus, donc pas forcément des bouteilles que j'ai achetées, mais par exemple les PMG sur lesquels tout le monde se touche vraiment sur les rhums blancs, je trouve vraiment pas ça ouf, par exemple, par rapport à ce que tout le monde peut dire. Quand on va sur des bouteilles de chez Plenipotenziario, chez Foursquare ou 2-3 Vélier, les prix qu'on peut les toucher, je trouve ça alors là complètement dingue. La qualité est vraiment pas ouf. Le Old Brother FWI, Barbade, Foursquare et West Indies, j'ai été déçu, par exemple. Mais c'est pareil, c'est un sample. La favorite, le brut de colonne, pareil, le prix où tu le payes, je trouve ça que c'est un peu décevant quand même par rapport à ce qu'on a dans la bouteille. Le Bali 2000, la maison du whisky, tout le monde se touche dessus, pareil. Franchement, pour 170 €, je suis désolé, mais ça vaut pas 170 €. Alors là, vraiment pas pour moi. Moi, j'ai eu la bouteille parce que du coup, je l'ai eu vraiment moins cher à un moment. Ça vaut pas 70 €. Là, c'est clair et net. Après, je prends par exemple le Biel, le dernier que j'ai acheté, le 2005, qui vaut quand même 200 balles, qui est à 45 degrés, et ça manque de watts, ça manque de peps, ça manque de machin. Il est ultra bon, mais ça manque un tout petit peu un peu de longueur et un peu de watts pour rehausser un peu. Et c'est vraiment dommage, par exemple. Le Bali 2000 classique, aussi une millésime classique, je suis un petit peu déçu. Je le trouve vraiment pas ouf. À la base, je crois qu'il était à 50-55 € à l'époque. Aujourd'hui, si tu as des gens qui te les vendent en particulier aux alentours de 70 €, ouais, c'est pas une grande réussite, je trouve. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des bouteilles non plus ultra rares, ultra chères. J'en ai aucune, quasiment. De toute façon, sur le bar, j'ai pas de bouteille qui coûte très cher. C'est souvent des samples que je reçois, donc j'ai pas trop cette notion. C'est vrai que les bouteilles les plus chères que j'ai pu recevoir, si on se base sur de la spéculation, par exemple les Bali 82-70 qui sont des bouteilles globalement très chères, là par contre je trouve ça plutôt bon. Par exemple le Black Tot Rum que j'avais réussi Last Consignment, qu'on m'avait envoyé un petit centilitre, et franchement j'avais bien kiffé là pour le coup. Et pour la bouteille la moins chère qui m'aurait le plus surpris, pour moi c'était le HSE que j'ai mis en vieillissement dans la première cuvée que j'ai faite, le HSE élevé sous bois, l'étiquette verte. Pour le prix, je crois que c'est entre 23 et 26 €, un truc comme ça. Même pas, je crois un peu moins. Franchement, alors là, pour 22-23 €, un rhum comme ça, c'est tip top de chez tip top. On parle de Naisson avec leur profil et tout, qui sont très très bons, qui sont ultra sympas. Mais là, 23 €, pour moi, il n'y a rien qui le bat. Mais vraiment, en petit vieux, ça passe crème, comment on dirait. Quelles sont tes autres passions? Je crois qu'on en avait déjà parlé dans la première FAQ peut-être. Alors je fais pas mal de sport, bon là un petit peu moins ces derniers temps, et j'aime beaucoup la bière aussi, je l'ai déjà dit. Je pourrais faire un repas à la bière entier. Et je touche un petit peu, j'aime bien toucher un petit peu à la photo et à la vidéo. Tu me diras, c'est pour ça peut-être qu'il a monté sa chaîne YouTube, le gars. Bonjour, quels sont les types de rhum que tu préfères? Alors je l'ai déjà dit, je suis pas très axé forcément juste sur un rhum spécifique, mais j'ai des terroirs que j'aime beaucoup, je le dis souvent. Les terroirs que j'affectionne, c'est Guadeloupe, Marie-Galante plus spécialement. Et après, il va y avoir l'île Maurice, j'aime beaucoup. Réunion, j'aime bien aussi. Et Belize, j'ai vraiment un vrai kiff sur les Belize. Et un petit peu les Trinidad. Et après, j'ai quelques Guyana qui m'ont plu. Mais c'est vrai que je suis beaucoup sur tout ce qui va être un petit peu les vieux Guadeloupe, les Bellevue ou les Bielles.
sinon quelques vieux millésimes d'agricole martiniquais, et sinon de la belle grosse mélasse type Belize, ou alors des grosses mélasses ouatées avec beaucoup d'oie. Souvent j'aime bien quand c'est un peu gras, donc on a certains Guyana qui me conviennent vraiment, hein, c'est pour ça que je le dis. Et vraiment, ouais, effectivement, île Maurice, je trouve qu'il y a des trucs très sympas, et île de la Réunion. Comment vois-tu la chaîne évoluer dans le futur? Eh bien alors déjà, première chose, il y a un truc que je vais faire, et je vais sans doute commencer avec cette bouteille-là, cette bouteille de Bazar Maniac de chez Mystigma. On va faire d'autres alcools sur la chaîne, ça je l'avais dit, en 2021 on va le faire, ça viendra. Alors ça sera pas supérieur par rapport au rhum, on restera axé rhum, mais on va goûter quelques autres alcools. Je trouve ça sympa de s'essayer un petit peu à d'autres choses, ça fait toujours évoluer un peu le palais, puis il y a d'autres très beaux alcools aussi à découvrir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on va continuer la dégustation pure et dure, parce que c'est vraiment ce que j'aime, faire de la vraie déguste, vous exposer ce que j'aime, moi, comme produit, ce que je n'aime pas. Et ça, on continuera, ça sera vraiment le fil rouge de la chaîne. Après, il y a le concept, là, qui va arriver dans les semaines qui viennent, là, de cette fameuse blabla au rhum. Donc, j'aimerais bien vraiment que ça fonctionne. Si jamais ça fonctionne, on va vraiment continuer sur la chaîne. Et il y a la rangée des abonnés, qu'on va continuer. Ça a l'air de plaire quand même pas mal, donc je pense qu'on va continuer. On a le numéro 3 à faire, on attend que le rhum arrangé soit bien, qu'il s'exprime pleinement avec les châtaignes, mais là je pense qu'on va pouvoir bientôt enclencher le numéro 3. Alors on est sur une très belle question rhum, chantes-tu dans la voiture? Alors non, je ne chante pas dans ma voiture. Il y a une question qui était déjà venue et qui est revenue, qui me demande si tu ne te lasses pas au bout d'un moment du rhum. Et je vais répondre exactement la même chose que j'avais répondu il y a peut-être déjà un an maintenant. C'est pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement diversifié, et que tu vas aller, même si tu vas en Guadeloupe, que tu prends un Guadeloupéen de 7 ans, mais sauf que c'est deux distilleries différentes et qu'ils utilisent pas la même canne, qui font pas la même récolte, qui font etc. pas exactement de la même année, ça sera déjà complètement, enfin il y aura vraiment une vraie différence entre les deux. Et déjà rien que ça, je trouve ça super intéressant. Après on en vient aussi au fait, ce que je disais avant, c'est qu'il y a des sorties tout le temps dans tous les sens. Donc je pense que t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Oui, il y a des terroirs que tu commences à connaître à force, mais des fois il y a des pépites qu'il faut découvrir. Et bah franchement aujourd'hui, pour les 3 ans de la chaîne, maintenant, en tout cas, au jour auquel je vous parle maintenant, chers compatriotes, putain, ça revient tout seul. Eh ben, non, je ne m'ennuie pas du tout. Alors, c'est pour ça, quand même, que je m'intéresse à d'autres alcools. Pourquoi? Parce que ça fait évoluer le palais, je l'ai dit, et il y a des choses quand même très sympas dans d'autres alcools, un peu moins chers que le rhum, des fois, avec lesquels on peut vraiment se faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'on va sans doute aussi commencer à déguster d'autres alcools. Alors, il y a une question aussi qui me demande, est-ce que tu as envie de travailler dans ce milieu du rhum, des spiritueux, dans le futur? C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui, de pouvoir bifurquer grâce à la chaîne, de pouvoir aller travailler dans le milieu des spiritueux. C'est une vraie question que j'ai dans ma tête, et notamment je me suis déjà posé la question de pourquoi pas ouvrir ma micro-entreprise de conseils en dégustation, plus spécialement en rhum, mais pourquoi pas les spiritueux de manière générale, et passer peut-être aussi une formation œnologie, ou sur les techniques de distillation, ou ce genre de choses. C'est une vraie question, je me le pose vraiment, et il y a des chances qu'un jour ça arrive. Alors je pense pas demain, mais il y a quand même des chances que dans 10 ans, 15 ans, 5 ans, je sais pas exactement, je sois vraiment ancré dans le milieu des spiritueux, j'en fasse mon vrai métier. Il y a des chances. Il y a une question qui était revenue, pas forcément dans celle que je me suis notée, mais je m'en rappelle, là, qui me posait une question parce que j'avais parlé d'une rencontre abonnée. Oui, j'avais dit qu'en 2020, on en ferait une. Mais 2020, on a décidé autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je le redis, ça sera peut-être pas dans un premier temps. En fait, ça va énormément dépendre de où est-ce qu'on le fera. Quand on aura le droit, je pense, de se rassembler, etc. J'ai vraiment envie de faire un truc, mais je ne sais pas
où le faire, c'est-à-dire que j'avais 2-3 contacts avec des bars, mais c'est vrai que si on va le faire dans un bar, moi ce qui m'intéresse c'est de ramener moi des samples, vous les faire goûter, que des gens peut-être ramènent une de ces cuvées ou une bouteille, qu'on ramène des trucs et qu'on se fasse goûter enfin voilà, qu'on goûte des rhums. Et c'est vrai qu'on va pas forcément énormément consommer dans le bar dans lequel on est, donc mais en même temps ça serait sympa d'avoir un endroit convivial. Et puis on va pas le faire non plus chez moi dans le salon, on va pas le faire non plus chez quelqu'un, à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous invite et qui a une salle de château, on peut venir et puis qu'il y a un beau bar à la limite, mais ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et j'avais vraiment pensé à la base en 2020 le faire sur Strasbourg, puisque j'ai beaucoup de contacts sur Strasbourg, et j'ai pas mal d'abonnés du côté Grand Est. Moi je suis autour de Nancy, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés de ce côté-là, Suisse, Belge. C'est vrai que Strasbourg c'est pas trop mal situé encore, il y a pas mal de bars différents, je connais bien la ville, j'ai encore beaucoup de contacts là-bas, donc c'était quelque chose que j'avais pensé. Alors après c'est vrai que le faire à Paris ça permettra d'avoir peut-être un peu plus de monde, mais dans un premier temps je pensais le faire là-bas. On va y réfléchir, mais quand les conditions sanitaires le permettront. Combien de bouteilles as-tu sur le bar? Je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois qu'on avait compté 172, je crois. Donc on doit avoir autour de 180 bouteilles sur le bar. Mais je n'ai pas le chiffre exact. Ça va, ça vient. C'est un petit peu comme dans un moulin. Il y a une question aussi qu'on me demande de temps en temps, c'est est-ce qu'il y aura une nouvelle cuvée du bar de l'Ours? Bien évidemment qu'il y aura une nouvelle cuvée du bar de l'Ours, mais ce ne sera pas pour les 3 ans, là, à la fin du mois de janvier de la chaîne. Ça sera quand ça sera possible de la sortir. Je suis sur un coup à droite et un coup à gauche. J'aimerais bien peut-être essayer une cuvée blanc et une cuvée vieux. On va voir. C'est en pourparlers, c'est en décision, mais évidemment qu'il y aura une cuvée numéro 2 du bar de l'Ours, ça c'est sûr et certain. Et ne vous en faites pas que je vous teaserai tout ça quand j'aurai toutes les informations et tous les tenants et les aboutissants. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des réponses à des questions ou des avis ou des choses dans les commentaires, n'hésite pas à commenter. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.